Bienvenue sur la télé de Lilou, je suis à Paris pour une nouvelle interview, Ma vie de chamane. C'est le livre que tu as écrit chez Mama Édition. Claire, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Lilou, ça va très bien, merci. Et toi? Bien, un bonheur. Moi j'adore de toute façon de parler de tous ces sujets-là. Là, tu as un parcours qui est passionnant, je tiens ton récit autobiographique. Tu as une vie trépidante, aventureuse, dangereuse. Très créative, tu es une femme de lettres, tu es scénariste, tu as écrit ce livre avec une plume, enfin, je veux dire, on boit tes paroles et vraiment on est dedans, comme dans un film d'ailleurs. Hein? Oui, parce qu'en fait, je pense que les deux écritures sont passionnantes. Ouais. Quand on écrit un film, on est vraiment dans les images, on est vraiment dans l'idée que c'est des acteurs qui vont incarner ça. Et là, on se dit, tiens, on va écrire un petit film que les gens vont se faire dans leur tête. Et donc, on vit avec toi ces moments difficiles. Mais avant d'aller dans ces passages vraiment justement difficiles, mais qui t'ont énormément apporté et qui font que tu es la femme que tu es maintenant, est-ce que tu pourrais nous dire cette fameuse vision que tu as eue en 2014 de Sitting Bull, ce chef amérindien? C'est quand même fou ce qui t'est arrivé pendant plusieurs jours d'affilée. 4 jours, non? 4 jours. Qu'est-ce qu'il est venu squatter là dans ton champ Comment dans mon champ de ça, vision. Écoute, j'ai vraiment vécu ça comme une espèce d'électrochoc, vraiment quelque chose d'absurde et de fou. C'est-à-dire que c'était un samedi tout à fait normal, banal. J'étais en famille, j'étais avec mon mari Emmanuel, avec nos 2 enfants, et on était en train de manger tranquillement. Il ne s'était rien passé de particulier, j'étais pas en deuil, j'avais pas eu d'accident. C'était une journée banale comme une autre. Et en fait, alors que j'étais en train de manger, tout d'un coup, j'ai vu apparaître comme une espèce de tache d'abord, et petit à petit, avec des traits qui commençaient à s'affirmer. Et c'était un visage. Donc le visage, j'ai appris plus tard que c'était Sitting Bull. Moi, je ne savais même pas qui c'était. Mais donc un chef amérindien qui me regardait. Il avait une plume comme ça. Et il me regardait avec une espèce d'intensité assez impressionnante. Mais par contre, il ne faisait pas peur, donc c'était une présence qu'on sentait bienveillante. C'est un peu ça qui m'a sauvée, je crois. Et ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression que parfois, quand des gens ont des visions ou des apparitions, c'est parfois peut-être des fantômes ou des choses, et donc le fantôme va apparaître dans un coin de la pièce ou d'une maison. Mais là, en fait, il était accroché à moi, c'est-à-dire que quand je me déplaçais, il se déplaçait avec moi. Donc j'ai vraiment vécu avec lui pendant 4 jours, 24 heures sur 24 ou presque, en tout cas quand j'étais éveillée. Donc j'ai essayé de savoir qui il était, j'ai compris que c'était un grand chef amérindien, un grand homme de paix aussi, et un visionnaire qui donc faisait des Sundance, des choses comme ça, comment on dit ça, des cérémonies en fait spirituelles très intenses, où il avait des visions. Et en fait, ce moment-là, donc fou, ces 4 jours-là, ont fait complètement basculer ma vie et m'ont ouverte à l'invisible, alors que j'y étais a priori plutôt réfractaire. Donc c'est une sorte d'éveil spirituel, d'éveil de conscience qui s'est fait un peu malgré moi. C'est ça qui est étrange dans cette histoire, c'est que parfois ça peut être une recherche. Il y a des gens qui vraiment sont en recherche spirituelle, et moi j'étais plus en rejet. On n'avait pas fait la demande? En tout cas, pas de manière consciente. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que mon vieil esprit, avant de s'incarner, avait fait la demande que, pas loin de mes 40 ans, quelque chose d'un peu fou m'arrive pour que je me pose ces questions-là et que je commence ma route? C'est possible. Moi, c'est comme ça que je le comprends aujourd'hui. Mais en tout cas, sur le moment, c'était un choc. Mais tu cherches à comprendre, tu cherches une experte, tu rencontres cette femme russe qui t'aide? C'est ça, j'ai été voir une chamane qui s'appelle Elena Michetchkina, une chamane russe qui habitait à Paris à l'époque. Et en fait, j'avais le choix un peu entre aller voir une chamane ou aller voir un neurologue. Et je me disais, bon, le neurologue, il va me donner sûrement des médicaments, et je n'avais pas envie de ça parce que j'avais envie de comprendre ce qui se passait. Et elle m'a reçue, et surtout quand je lui ai dit que je voyais un mort depuis 4 jours, c'est un peu comme si je lui avais dit que j'avais un rhume, quoi. Elle ne trouvait pas ça très grave, elle trouvait ça un peu banal. Donc déjà, moi, ça m'a beaucoup rassurée. Je me suis dit, tiens, peut-être que ce n'est pas de la folie. Je n'avais pas l'impression d'être folle en plus, parce que tout le reste de ma vie était normal. Il y avait juste cette anomalie. Et là, j'ai été la voir. Elle m'a parlé un peu de chamanisme, tout ça, mais je ne connaissais pas du tout. Et elle s'est mise à me jouer du tambour. Et là, en fait, donc, elle a commencé à jouer du tambour en me disant juste une petite phrase, en me disant essaye de demander aux esprits qui t'emmènent à ton indien. Voilà. Et donc, moi, je ne savais pas qu'on pouvait parler aux esprits. Pour moi, je ne savais même pas que Sitting Bull que j'avais vu était un esprit. Et en fait, à partir du moment où elle a joué du tambour, je suis partie dans un voyage chamanique
extrêmement intense, avec vraiment une sorte de dissociation totale entre mon corps et mon esprit. Mon corps était avec elle dans la salle de soins dans le 19e, et mon esprit était complètement ailleurs, dans un autre espace-temps, mais vraiment à 360 degrés, vraiment comme si j'avais mis un Oculus, quoi, les lunettes. Et donc tout autour de moi, j'étais dans une forêt. Une forêt enneigée, et puis quelque chose de très intense avec des vibrations extrêmement fortes, extrêmement denses en fait, c'était pas du tout éthéré. Et là j'ai vu apparaître un loup, bon, après je me suis retrouvée sur le dos d'un aigle, j'ai vu des Amérindiens morts dans la neige, et j'ai fini par me retrouver face à Sitting Bull. Et là, il a fait un geste symboliquement extrêmement fort et extrêmement bouleversant. En fait, il a plongé sa main dans mon ventre, qui était devenu liquide, il a attrapé mon cœur, il l'a décroché, comme on décrocherait une lampe, il me l'a montré, et il l'a plongé dans ma tête, à la place de mon cerveau, et après, paf, tout a disparu, je me suis retrouvée hors de l'espace-temps. Et là, j'ai réussi à revenir grâce à cette chamane qui était très, très puissante et très en place et qui m'a permis de revenir tout doucement. Et quand je suis arrivée, moi, je pleurais. J'étais dans un état émotionnel intense. En plus, j'avais l'impression d'avoir des griffes énergétiques qui avaient poussé sur mon corps. Enfin, j'étais vraiment dans un drôle d'état. Et là, elle était très douce. Elle m'a regardée avec un peu de compassion. Elle m'a dit « Bon, bah, écoutez, je m'en doutais un peu. C'est pas forcément normal d'avoir vu un mort pendant 4 jours alors qu'on n'a rien pris. Et là, vu comment vous avez réagi au tambour, vous êtes foutu, vous êtes chamane. » C'est brutal. Ouais, mais c'était doux. Comment tu l'as pris? C'était doux en même temps? En fait, ce que je venais de vivre était tellement insensé depuis une semaine, d'avoir vu ce mort, d'avoir vécu là, qu'en fait, au moins, elle mettait un mot sur quelque chose qui, sinon, était incompréhensible. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais vraiment tombée dans la 7e dimension. Ça n'avait aucun sens par rapport à ma grille rationnelle du monde, que la plupart des Occidentaux ont, et que moi, j'avais totalement. Et donc là, même si ça me semblait fou, au moins c'était une explication et ça me permettait de remettre un sol sous mes pieds. Parce qu'en fait, cette apparition, cette vision, ça avait fait exploser toute ma grille de lecture et j'avais plus de sol sous les pieds. Je savais plus ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai, ce qui était visible, ce qui était invisible. Je ne savais plus que croire. Et donc, ça, au moins, elle a mis quelque chose. Elle m'a remis un sol sous les pieds. Et donc, à partir de là, parce qu'on dit que tu es chamane, et qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que ça veut dire? On a l'impression aussi dans notre société que tout le monde devient chaman et qu'on entend ce mot-là à toutes les sauces. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'elle t'a transmis à cet instant-là? Qu'est-ce que toi, tu en as fait? Oui, alors déjà, c'est vrai qu'on en parlait peut-être un peu moins en 2014. En tout cas, moi, quand elle me l'a dit, ce n'était pas un mot que j'avais beaucoup entendu. Et moi, ce que j'ai compris par la suite, pareil, c'est qu'en fait, elle me disait aussi que j'étais chamane potentiellement. C'est-à-dire que j'avais eu un appel chamanique. Et qu'après, malgré tout, il faut quand même apprendre, il faut quand même se former, il faut quand même explorer beaucoup, il faut quand même aussi guérir beaucoup de choses à l'intérieur de soi. C'est un cheminement, en fait. C'est comme si tout d'un coup, c'est un chemin qui s'ouvrait. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'en effet, ça a 1000 significations selon la culture dans laquelle on est. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en effet, c'est un mot qui est très utilisé, peut-être trop. C'est pour ça que moi, souvent, je dis plutôt que je suis femme tambour. Même si c'est ce mot-là, chamane, qu'elle a mis, et que je prends aussi parce que je sais ce qu'il représente, femme tambour, je trouve que ça me correspond parce que c'est finalement le tambour qui reste ma pratique la plus courante, on va dire, et c'est vraiment avec ce compagnon, on va dire, le tambour, que tout d'un coup, je peux, moi, partir dans ces états modifiés de conscience, faire des voyages, rencontrer des esprits, ou alors, quand les gens viennent me voir, j'arrive à me connecter finalement à eux, quand ils, bien sûr, me l'autorisent et si c'est même un désir de leur part, et de revenir avec des informations, des images, des symboles, des archétypes, des choses comme ça. Et en fait, ce tambour qui permet en fait un passage entre les mondes, voilà, c'est mon compagnon préféré et privilégié. Mais Sitting Bull, il est apparu pour une raison, je veux dire, il représente quelque chose, il a un message. Est-ce que c'était pour que tu continues de perpétuer ce message et de le diffuser ou... Parce que tu as été rencontrer son arrière-petit-fils, il y a eu pas mal de choses. Tu t'es déplacé là-bas, tu en as fait un film. Je ne sais pas où en est le film d'ailleurs, mais il y a eu quand même pas mal de choses. Tu t'es vraiment investi à ses côtés. Donc, bien sûr. C'est pas... Certaines personnes vont avoir un appel chamanique, on va dire lambda, ou en tout cas pas
avec quelqu'un de précis comme ça. Oui. Là, toi, c'est quand même particulier. Oui. Non, s'il est venu, lui, ça a du sens. Déjà, ne serait-ce que parce que c'est un représentant des peuples premiers et que c'était donc des êtres humains qui étaient encore en lien avec la nature, encore en connexion avec le tout et qui considéraient l'arbre ou le cheval comme un frère et qui considéraient qu'ils faisaient partie d'un tout et qui vivaient quand même assez libres sur une terre sans frontières, sur une terre sans barrières. Donc que lui vienne, ça a bien entendu du sens. C'est comme si tout d'un coup, nos propres ancêtres très très lointains, qui étaient aussi une forme d'Amérindiens à un moment, tous nos ancêtres étaient à un moment en lien avec la terre et avec des spiritualités un peu animistes. C'est lui qui vient, ça a du sens. Et c'est vrai que moi, du coup, comme c'est lui et que j'ai pu l'identifier, ça a créé tout un voyage où je suis partie dans le Dakota du Sud, j'ai rencontré son arrière-petit-fils, Ernie Lapointe. On a même écrit un livre ensemble qui était sorti chez Très Daniel, qui s'appelle Sundancer et qui est un très beau livre où c'est une autobiographie que j'ai écrite pour lui de cet homme, d'Ernie, et de son parcours de vie absolument fascinant. C'est vraiment un parcours de résilience magnifique. Et pareil, il avait écrit un livre sur Sitting Bull, sur son arrière-grand-père, et j'ai réussi à trouver aussi un éditeur français. Il était sorti, donc il avait fait une tournée en France et en Belgique, et moi je l'accompagnais, je le traduisais. Donc oui, il y a quelque chose de fort. Et en effet, l'année dernière, je suis partie tourner un film avec mon fils, qui est un jeune réalisateur, et on est parti tourner là-bas, et on est en train de le monter. Et là, mon fils vient de recevoir un super prix pour pouvoir justement le finaliser. Donc oui, ça m'a ouvert à toute une nouvelle culture. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ça m'a ouvert deux chemins. C'est-à-dire que d'un côté, ça m'a ouvert le chemin vers les Amérindiens, vers la spiritualité amérindienne, vers cette espèce de connexion au tout, au vivant, et de cette conscience aussi que la Terre a besoin de nous, que c'est un organisme vivant, conscient, et qu'on ne peut pas simplement faire comme si on était ses propriétaires. On n'est pas ses propriétaires, on doit comprendre qu'on est ses gardiens. Et c'est aussi ça le message, je crois, profond de Sitting Bull et des Amérindiens, et que c'est à nous de la protéger. Et qu'on doit la protéger pourquoi ? Aussi pour nos enfants, pour que nos enfants puissent vivre sur une terre où l'air est respirable, où l'eau est potable, où les arbres fleurissent. C'est ça le souhait qu'on peut leur lancer. Mais il y a eu tellement d'injustices avec ces peuples premiers, je veux dire encore maintenant, qu'on se rend compte aussi de la puissance du pardon. Je veux dire, ça a dû faire écho toi-même par rapport à ta propre vie, tout ce que tu avais vécu dans le passé, tout ce que tu as vécu à travers ta lignée. Enfin, je veux dire, ça nous renvoie aussi à des injustices, ça nous renvoie à des passages difficiles où on a côtoyé l'ombre de près. Je veux dire, malgré nous... Oui, c'est sûr. Oui, je crois qu'on ne peut pas éviter l'ombre dans cette vie. Enfin, c'est difficile. Et c'est quelque chose qu'on doit peut-être rencontrer à un moment, ne serait-ce que pour comprendre ce qu'elle est et pour pouvoir choisir la lumière. J'ai l'impression quand même qu'il y a aussi un moment où il y a un choix qu'on peut faire et que, il n'y a pas que la lumière et l'ombre d'ailleurs. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a tout un arc-en-ciel entre les deux et que c'est ça qui est beau. Tout n'est pas blanc et noir. Et il y a aussi du bleu, il y a aussi du vert. Et il me semble en tout cas qu'avec Sitting Bull, quand il est arrivé, c'est comme s'il me réouvrait la porte de ma vie et que tout d'un coup, il me montrait que le monde était plus vaste, que la vie était plus vaste, que la conscience était plus vaste que ce que j'avais cru. Alors moi, j'étais en lien avec des canaux, mais c'était que des canaux poétiques un peu, c'est-à-dire l'inspiration. Même quand j'étais jeune, j'avais des poèmes qui m'arrivaient, des choses comme ça, je ne savais pas d'où ils venaient. Et moi, je prenais ça pas pour de la magie, mais plus pour de l'inspiration. Donc, et là, tout d'un coup, ça ouvre une nouvelle vie. Moi, j'ai eu l'impression vraiment à 40 ans qu'une nouvelle vie s'ouvrait. Et je me suis dit, mais les 40 prochaines années de vie, elles vont être fabuleuses et elles vont être passionnantes. Et donc, qu'est-ce qui se passe à partir de là, alors ? Ensuite, ces 10 dernières années, parce que il s'est passé tout ça, mais c'est que des enseignements après enseignements. Tu as vécu, on le voit dans ce récit aussi, des moments très difficiles, très douloureux, liés à des états de conscience modifiés. Tu as essayé de nombreuses choses, LSD, ayahuasca, héroïne même. Oui, c'est ça. Moi, j'ai plutôt... Donc c'est peut-être pour ça aussi, je me dis que tu es partie tellement vite avec le tambour. C'est peut-être ce passé-là qui t'a permis de lâcher prise et d'explorer ces mondes-là plus subtils rapidement, on va dire. C'est tout à fait possible. C'est vrai que j'avais vraiment expérimenté d'un très jeune âge des états modifiés de conscience parce que voilà, quand j'étais jeune, moi j'étais très malheureuse quand j'étais adolescente et c'était vraiment une dépression profonde mais intérieure.
c'était pas quelque chose d'extérieur. J'étais dans une famille très aimante, très gentille, donc il y avait pas de, j'avais aucune raison d'aller mal et j'allais profondément mal. J'avais l'impression d'être déconnectée, d'avoir été envoyée sur cette terre pour une raison et qu'en fait j'arrivais pas sur la terre prévue et que du coup, voilà, la société me paraissait insensée, tout me paraissait insensé et je me sentais en décalage. Et donc très vite, et aussi par romantisme littéraire, je me suis tournée vers les drogues en me disant que ça allait m'aider peut-être à avoir une vie un peu plus riche, un peu plus intéressante. Et par certains côtés, c'était le cas. Et après, en effet, l'héroïne a été un piège, parce que c'est un piège en fait l'héroïne. C'est impossible d'être plus forte qu'elle, c'est impossible d'avoir une alliance avec elle, puisque de toute façon, elle entraîne après dans une addiction et une dépression morbide encore plus forte. Mais j'ai eu cette chance, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois à l'époque, c'est qu'à 18 ans, la même année, j'ai aussi bien expérimenté pour la première fois l'héroïne que le LSD. Et en plus, disons que le LSD est arrivé à moi par un de mes amis qui était plus âgé et qui me l'a présenté quand même plutôt comme une médecine, en me disant « Ah, mais tu vas voir, il faut se préparer, c'est vraiment un voyage, c'est vraiment quelque chose, il faut vraiment que tu te focalises sur la beauté des choses, sur l'art, sur la nature. » Donc il m'avait quand même un peu préparée, je savais que c'était quelque chose d'important, une rencontre importante. Et en effet, c'est vrai que ma première expérience a été assez fabuleuse, parce que là, j'avais enfin l'impression d'être dans le monde que j'attendais, c'est-à-dire où tout est interconnecté, où on voit le parfum des fleurs, où on voit la beauté du soleil, de la nature, et où on se sent être un, en fait, avec cette nature. Donc ça m'a quand même un peu sauvé la vie. Puis après, bon, moi j'ai été assez loin dans le sombre, malheureusement, et dans cette dépression. Et à un moment, ça s'est arrêté grâce, je dirais, à un électrochoc un peu de vie, où moi qui attentais tant à ma vie et à ma santé, puisque finalement c'est aussi de la maltraitance de prendre des drogues, hein, surtout quand on est jeune comme ça et qu'on n'a pas vraiment de limite. Et bien finalement, c'est quand quelqu'un a voulu attenter à ma vie, c'est-à-dire quelqu'un qui vraiment voulait me tuer, c'était quelqu'un un déséquilibré, que j'ai rencontré, un inconnu dans un train, donc vraiment, ça ressemble à la fatalité, donc sur le coup, j'avais l'impression d'être maudite, mais le fait est qu'il a essayé de me tuer. J'ai réussi à, je ne sais comment, alors que j'avais 20 ans, à désamorcer cette espèce de pulsion de mort qu'il avait en utilisant des mots, enfin, en trouvant les phrases en fait, qui ont réussi non pas à lui faire pitié, mais plus à lui faire peur en fait. C'est comme si j'avais été un peu une sorcière. Tout d'un coup, il s'est dit « Ouh là là, mais si je la tue elle, il va m'arriver quelque chose. » Et donc, c'est presque comme si c'est ça qui s'est passé. Donc à la fin, il m'a dit « Va-t'en, pars, pars, pars !» Et sur le coup, bon, je l'ai très mal vécu et après je me suis retrouvée en stress post-traumatique comme de nombreuses femmes agressées ou être agressées. Et en même temps, ça m'a quand même sauvé la vie parce que j'ai compris à ce moment-là, en tout cas mon corps a compris qu'il ne voulait pas du tout mourir et qu'en fait il était très attaché à la vie. Et ma vie a complètement shifté à partir de là. Et les 20 années qui ont suivi avant l'arrivée de Sitting Bull ont été 20 années de guérison, de bonheur. Je me suis mariée avec un homme avec lequel je suis encore mariée 25 ans plus tard. On a 2 enfants. Et voilà, donc c'est un moment finalement de bascule qui m'a permis de comprendre que j'aimais la vie. Ouais, comment tu comprends, enfin, comment tu observes maintenant avec le recul ce désir d'aller tester ces différentes drogues et ces différents espaces? Je crois que, en tout cas... Parce que certaines personnes ont l'air plus, tu vois, ont vraiment cette envie d'aller explorer là. Certains arrêtent très jeunes et d'autres continuent l'exploration. Comment? Oui. Moi, j'ai l'impression que c'était un moyen... J'utilisais ça comme des médicaments, en fait. J'étais hypersensible, j'étais poreuse à tout, poreuse au monde. Et là, tout d'un coup, ça me permettait j'avais l'impression que ça me refaisait comme un corps, quoi, que ça m'aidait, que ça allait me protéger. Et le fait est qu'en fait, malheureusement, alors après, on ne parle pas forcément des mêmes choses quand on parle des substances, des médecines ou des drogues. Moi, je trouve qu'on utilise le même mot pour des choses différentes. Mais le fait est que les drogues, malheureusement, c'est une illusion en tout cas. C'est-à-dire que ça vous donne l'impression que ça vous prend dans ses bras, ça vous donne l'illusion que ça vous protège, et en fait, ça vous déconnecte, et en fait, ça vous ronge de l'intérieur. Par exemple, comment on peut expliquer, tu vois, de l'ayahuasca? J'ai rencontré dernièrement quelqu'un, je reviens de l'île de la Réunion, qui a vécu une cérémonie d'ayahuasca et qui s'est senti agrippé par quelque chose de noir. Comment on peut... Il y a tellement de personnes qui essayent l'ayahuasca, tu vois, et ça me met un peu en colère parce que je me dis, il y a quand même des choses très dark et négatives qui peuvent arriver dans ces cérémonies-là. Et si elle était là pour nous protéger, pourquoi ça arriverait? Alors, ce n'est pas l'ayahuasca en elle-même, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, avec la même puissance, on peut faire de la magie blanche et de la magie noire.
Et ce n'est pas la puissance qui est en jeu, c'est plus la manière dont ça va être utilisé. C'est-à-dire que si elle a été attaquée, elle n'a pas été attaquée, je ne pense pas, par l'ayahuasca elle-même, mais sans doute par la personne qui était présente ou qui opérait avec elle. Il faut se méfier peut-être plus des chamans, des hommes médecines, des femmes médecines, dont tout le monde n'est pas du tout bienveillant, malheureusement, que de la substance en elle-même. Et c'est pour ça que si la substance vous appelle, si la médecine vous appelle, il faut y aller avec énormément de prudence. Déjà, il faut y aller que si c'est un appel profond de l'intérieur. Il ne faut pas le faire parce que c'est la mode, surtout pas. Il ne faut pas le faire pour faire plaisir à quelqu'un, surtout pas non plus. Il faut le faire vraiment si l'appel est là et qu'il est profond et que ça a du sens, que vous avez peut-être quelque chose, une blessure à aller guérir et vous avez l'impression que c'est peut-être cette médecine-là qui peut vous aider. Mais après, il faut se faire conseiller de près pour ne pas se retrouver, en effet, attaqué parce qu'on est dans un état d'encore plus grande porosité quand justement la plante commence à agir à l'intérieur de vous. Donc ça ouvre des portes et donc il faut faire en sorte que personne n'y entre. Donc il faut faut se protéger. Il ne faut pas le faire avec n'importe qui. Ouais. C'est comme si l'âme sortait. Comment ça se passe? L'âme, quelles que soient les expériences comme ça que tu as vécues, l'âme sort du corps quand même. Alors moi, on part en état de conscience modifié. C'est comme si on laissait cette carcasse vide des fois. C'est ça que ça me donne l'impression. C'est un peu ça, exactement. C'est-à-dire que moi, même m'est arrivé une fois une cérémonie, mais c'était très beau, hein, où je suis partie tellement loin que le jeu n'existait plus. Donc quelque chose avait une expérience et qui était très belle et qui était très, très, très profonde et spirituelle. Mais à un moment, et je le raconte dans le livre justement, j'ai entendu une voix dans cette espèce d'espace, de cosmos, qui disait « Donne-moi ta main ». Et là, je me suis dit « Mais qui parle ? Est-ce que c'est moi qui ai une main ?» Et j'ai dû refaire tout le chemin inverse en me disant « Alors c'est vrai, en ce moment je suis incarnée, c'est pour ça que j'ai une main. Alors, en ce moment, je suis où? Ah oui, je suis une femme, je suis à telle époque, je suis à une cérémonie. » Et j'ai dû refaire tout le chemin pour revenir jusqu'à mon corps, qui heureusement était en sécurité, parce que c'était avec un homme médecine tout à fait fiable et bon. Et j'ai pu revenir jusqu'à ce corps. Mais en effet, on se dit, tiens, quand j'étais ailleurs, qu'est-ce qui pourrait arriver à mon corps? En effet. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est parce que c'est pas des choses... c'est pas comme de boire un verre d'alcool. C'est quand même si y a beaucoup de gens qui boivent trop de verres d'alcool et qui peuvent se retrouver exactement dans le même état, avec un corps qui oublie ce qu'il est en train de faire, voire qui fait des blackouts. Et parfois, ça peut être encore plus dangereux. Donc c'est pour ça que le cadre de la cérémonie et l'intention aussi avec laquelle on y va, tout ça est important. Voilà, en fait, il faut le faire vraiment en conscience et surtout avec des personnes bienveillantes et lumineuses. Donc maintenant, tu basses ce tambour, tu accompagnes des gens, donc eux-mêmes partent en état de conscience modifiée. Qu'est-ce qui fait que certains vont partir plus rapidement que d'autres ou vraiment explorer cet espace de... C'est un lâcher-prise aussi, hein. C'est un grand mot en ce moment. Mais... C'est un lâcher-prise, c'est aussi d'avoir confiance, c'est une expérimentation. Alors parfois, moi, je joue du tambour à des gens qui ne partent pas, et c'est moi qui voyage pour eux. De toute façon, quand les gens viennent me voir, moi, je voyage pour eux, c'est un peu ça. Et après, s'ils voyagent aussi, ah ben là, c'est encore plus intéressant, parce que du coup, on peut faire des ponts entre les voyages et voir une image encore plus grande. Donc ça, c'est fabuleux. Qu'est-ce qui fait que les gens vont voyager ou non? Déjà, en fait, le voyage, il est très différent selon les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être très visuels. Donc ça va être un peu comme Avatar, quoi. Donc avec des images, des choses, des scènes incroyables. Il y a des gens qui vont être plus dans leur corps. Et eux, donc, c'est plutôt des choses qui vont bouger à l'intérieur d'eux, des émotions, des sensations physiques, du chaud, du froid. L'impression, moi, comme la première fois qu'on m'a joué du tambour, j'avais l'impression d'avoir des griffes qui avaient poussé. On peut avoir l'impression d'avoir un museau, quelque chose. Donc ça peut être physique, ça peut être complètement kinesthésique. Et les kinesthésiques, parfois, ont plus de mal à avoir accès aux images au début. Et par exemple, mon mari, c'est assez drôle, au tout début, donc moi, je voulais absolument lui jouer du tambour pour qu'il vive cette expérience que je trouvais tellement fabuleuse et incroyable et belle, et où justement, c'est pas une substance, c'est juste on joue du tambour, hop, et on revient, et il n'y a pas le côté substance, voilà. Et au début, il ressentait rien, il voyait rien, donc je lui jouais du tambour, il était là, il était allongé, il se passait rien, il s'ennuyait. Et puis en fait, au fur et à mesure du temps, il a appris à voyager. Alors lui, il est plutôt très kinesthésique. Et il a fait tout un cheminement spirituel complètement incroyable et fabuleux, que je raconte aussi parce que j'avais très envie de le mettre en lumière, parce que c'est une belle personne qui vraiment, c'était le compagnon d'une vie, quoi, qui a réussi à me connaître pendant 13 ans. C'est ça. Tout d'un coup, tac, il y a Sitting Bull qui débarque dans nos vies, parce que c'est dans sa vie à lui aussi qu'il est arrivé.
Et il a tout accompagné avec amour, bienveillance, en testant des choses avec moi. C'est comme tu dis, ça bouscule toute la tribu. Ça bouscule tout. En fait, c'est ça qui m'intéressait et que je trouvais fou, c'est qu'à un moment, donc j'étais en diète de rose, qui est un peu le fil rouge, et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est fou, parce qu'en fait, c'est pas qu'à moi qu'il est apparu Sitting Bull. Bien sûr, c'est moi qui ai vécu l'expérience, mais en fait, cette expérience, comme je l'ai partagée, comme j'en ai parlé, comme je l'ai... Après, j'ai joué du tambour à tellement de gens et tout ça, en fait, c'est comme s'il était apparu à toute une tribu de gens, à mes enfants, à mon mari, à mes sœurs, à mes neveux, mes nièces, et puis après à mes amis, et puis après à mes lecteurs, parce que j'avais déjà raconté cette première histoire dans un livre en 2017. Et donc, en fait, c'est en voyant cet impact de se dire, tiens, c'est fou, c'était comme un cercle vertueux. Il arrive quelque chose à une personne, et en fait, non, ça arrive aussi à toutes les personnes, à Audrey aussi, voilà, Audrey Dana, notre amie commune. Actrice. Voilà, actrice, réalisatrice, avec laquelle j'ai travaillé. On avait écrit ensemble Homme au bord de la crise de nerfs, et qui est devenue une amie et une sœur incroyable. Et elle aussi, je lui ai joué du tambour, donc sur elle aussi, il y a eu un impact. Et en fait, c'est ça qui est beau, de se dire, tiens, quand on s'éveille, quand quelque chose nous arrive, en fait, si on décide de le partager, si on décide de ne pas avoir honte, de ne pas se sentir coupable, parce que moi, c'est un peu ça que je ressentais au début. Je n'osais pas en parler, je me sentais coupable de quelque chose en me disant, si je raconte ça, on va me prendre pour une folle, on va me mettre dans un asile, ou je ne sais quoi. Parce que là, tu parles quand même justement un passage où tu parles avec Audrey, que vous vivez une expérience quand même... C'est des psychédéliques ou je ne sais plus, que tu l'amènes à... D'ayahuasca. Alors c'était... Dans un appartement, enfin chez elle ou chez toi, je ne sais plus. Non. Alors ça, non, on est parti, mais on était en Espagne. D'accord. Où on était parti, en effet, en Espagne, et prendre de l'ayahuasca ensemble. Mais c'est toi qui la guides. J'ai l'impression qu'il y a un moment, et il y avait un passage où tu la guidais, ou c'était peut-être du LSD. Ah, alors oui, non, mais là, c'était pas avec Audrey. C'était pas avec Audrey, je confonds. C'était avec d'autres amis, en effet, où on était partis à la campagne faire une expérience à 6 dans un voilà, parce que moi, le LSD, j'en ai pris énormément quand j'étais jeune. C'était vraiment la première médecine que j'ai rencontrée. Et j'ai fait une pause pendant 20 ans. Et après, quand Sitting Bull est arrivé, et finalement, je me suis intéressée aux états modifiés de conscience, au chamanisme, aux rituels et aux cérémonies, eh ben, je me suis à nouveau intéressée aux médecines, plus du tout aux drogues, qui vraiment font partie d'un passé révolu. Mais donc oui, je continue encore aujourd'hui à expérimenter de temps en temps, sous forme chamanique et sous forme ritualisée, quelques substances avec des intentions de guérison. C'est des microdoses, c'est ça, ou c'est des doses thérapeutiques? Parce on a beaucoup entendu parler de Stéphane Alix aussi, qui en prenait. Bien sûr, qui en prenait. Je crois qu'il prenait des vraies doses quand même, plutôt. Mais oui, Stéphane, que je connais bien, qui est devenu un ami aussi. Et il a fait ça vraiment pour essayer de guérir. Et d'ailleurs, il y a des grands traumatismes, un grand traumatisme entre autres qui est ressorti de tout ça. Donc en fait, ça permet de redescendre dans les strates les plus profondes de son être, en étant bien sûr guidé et en faisant très attention, et d'aller... En fait, notre corps, parfois je me dis que c'est un peu comme une maison hantée. Et en fait, il y a plein de fantômes à l'intérieur de ce corps. Ouais. Voilà. Et c'est des souvenirs en fait, c'est des souvenirs, mais qui ont l'impression d'être encore vivants. Un fantôme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a l'impression d'être encore vivant, donc qui a l'impression qu'on est chez lui, alors qu'il a l'impression que c'est encore sa maison. Et en fait, à l'intérieur de nous, il y a plusieurs strates. Il y a une petite fille blessée, il y a une jeune fille blessée, etc., qui sont parfois encore là en se disant, elles pensent qu'elles sont encore en vie, elles pensent qu'elles sont encore exactement au moment de leur blessure. Et donc, le travail chamanique, entre autres, que ce soit à travers le tambour, à travers n'importe quelle pratique, permet, entre autres, d'aller voir ces fantômes et de les envoyer vers la lumière, en fait, avec amour et autorité, de leur dire, en fait, cette blessure, elle n'existe plus. En fait, cette partie-là de moi, elle est morte depuis longtemps. Et donc, tu peux repartir en paix, tu es guéri. Et donc, de redescendre comme ça et d'essayer petit à petit d'aller guérir le plus de choses en soi. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ces pratiques-là, quand elles sont bien faites, quand on ne tombe pas sur des gens qui sont manipulateurs, qui sont toxiques ou je ne sais quoi, il y en a. Hein, donc, bien entendu, il faut toujours raison garder. Il faut garder les yeux bien ouverts. Il faut suivre quand même son instinct, parce que l'instinct parle. Hein. Donc, l'instinct, il vous dit très vite, en fait, quand les choses sont justes, pas justes, quand les gens sont bien à l'intérieur d'eux-mêmes ou pas du tout, ou sont à côté. Donc, en fait, il faut vraiment réapprendre à se faire confiance et
n'allez que vers des personnes qui peuvent réellement vous aider et comprendre aussi, surtout à un moment, que le guérisseur ou la guérisseuse qu'on cherche, il est aussi à l'intérieur de nous. Et que si on lui redonne sa place, si on lui redonne son pouvoir, si on lui redonne, alors le pouvoir dans le beau sens du terme, si on lui redonne sa souveraineté, eh ben, en fait, ce guérisseur, cette guérisseuse intérieure peut vraiment nous aider en profondeur et sur la durée. Quand tu disais que dans ce premier voyage au tambour, tu voyais ton cœur qui était revenu à ton cerveau, c'est ça? Comment Oui. tu as analysé ça? Enfin, quelle est la différence dans ton vécu après ça? Eh ben, ça a changé quelque chose, en effet, de réfléchir avec son cœur, de plus être, voilà, de se dire qu'en fait la tête parfois c'est une ennemie et parfois ça peut être aussi pas une ennemie, mais en tout cas ça peut limiter les choses en fait de réfléchir qu'avec sa tête. Moi j'étais très intellectuelle quand même. J'étais vraiment dans ma tête, j'aimais que la poésie, tout ça. J'avais du mal à être dans mon corps, j'avais du mal à être incarnée en fait tout simplement sur cette terre. Et c'est ça aussi, je crois que ça m'a fait. Ça m'a permis de me réincarner, de renouer avec mon corps et de renouer avec l'autre aussi. J'étais sans doute très focalisée sur moi et tout d'un coup de se dire mais en fait non, l'autre est tout aussi important que soi dans cette vie et ce qu'il faut c'est réussir aussi à nouer des beaux liens avec les gens, c'est-à-dire des liens d'amour. Et pas des liens de possession, pas des liens qui sont basés sur les peurs ou sur les jalousies. Et non, au contraire, de retrouver vraiment cette espèce de se dire on est tous des frères et des sœurs, réellement. On l'est, on fait partie d'une grande tribu humaine qui fait même partie d'une grande tribu du vivant. Et c'est assez touchant et magnifique de retrouver ça. Moi, c'est ça que j'ai eu l'impression de retrouver aussi. Tu disais qu'il fallait aller jusqu'au bout de ses visions. Il y a quelque chose, Ouais. tu en parles de ces visions que tu as eues forcément, mais Mm. que de toute façon, alors j'arrive plus à retrouver la phrase exacte, Ouais. mais que d'aller jusqu'au bout, de toute façon, ça nous guide et il n'y a pas d'erreur sur le chemin. C'est ça. Finalement, c'est là où on doit être très fidèle par rapport à ça. Et c'est pas toujours simple dans notre société d'aller jusqu'au bout de nos visions, ou de nos intuitions, ou des messages de l'invisible, parce qu'il y a énormément de choses qui nous détractent de ça. En tout cas, on voit bien que la société ne fonctionne pas de cette façon-là encore à 100%. Et donc, c'est facile de se croire folle, fou. Très facile. C'est vrai. De se convaincre qu'il ne faut pas aller dans cette direction-là. Qu'est-ce Ouais. que tu aurais comme conseil? Eh ben, comme conseil, en fait, c'est En effet, moi, j'adore cette idée qu'il faut suivre sa vision, que la vision, c'est comme un phare, en fait. C'est ça qui permet de voir la direction à prendre. Et qu'à partir du moment où, tout d'un coup, tu retrouves la foi en ta propre vision, en tout cas, en la vision qui vient à toi, tout d'un coup, ça ouvre un chemin qui est le tien. Tu comprends que tu reviens sur ta route à toi, la tienne, et c'est ça qui est si beau. Et moi, j'ai l'impression que tout est une question aussi de boussole intérieure. Et parfois, en fait, notre boussole, elle a été un peu abîmée, elle a été un peu cassée par la vie, par les choses, par des désillusions, par des agressions, par des choses comme ça. Donc en fait, elle ne sait plus où est son propre nord. Elle tourne, elle cherche et elle est un peu perdue. Et c'est pour ça que parfois les gens disent « Oui, mais moi, je n'ai pas de vision, ou je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, je ne sais pas où je veux aller. » Et en fait, parfois, la première chose à faire, c'est de réussir justement à aller guérir, à aller régler cette boussole intérieure. Et une fois qu'elle est à nouveau, qu'elle indique à nouveau votre nord, alors là, vous pouvez la suivre. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours un premier travail à faire de guérison, et qu'une fois que cette guérison commence non pas à être faite, parce que je pense qu'elle n'est jamais faite entièrement, mais il y a un moment où quand même on sent qu'on est suffisamment guéri, et c'est là qu'on va pouvoir à nouveau retrouver la direction et la suivre avec foi. Il faut vraiment suivre son cœur aussi, je crois. Oui, parce qu'on peut se poser la question, mais comment à ce moment-là une vision est pure, ou comment savoir si cette vision est pure, ou peut-être est-elle teintée de nos blessures, de nos agressions, Voilà. de nos viols, de nos traumas, de tout ça. C'est ça, exactement. Et c'est bien pour ça qu'à un moment, il faut aller voir cette boussole et la réparer et voir qu'elle se remette exactement au bon endroit et qu'elle ne soit pas justement en stress post-traumatique, c'est-à-dire à se dérégler tout le temps ou à repartir à chaque fois dans le trauma dès que quelque chose de semblable un peu à l'agression originelle renaît et rejaillit. Mais après, c'est toute une vie en fait pour reguérir de ces traumas et en même temps comprendre que ces traumas sont parfois aussi le terreau de ses dons et de ses aptitudes. Et parfois, justement, c'est parce qu'on a été blessé, c'est parce que quelque chose s'est déchiré en nous. Moi, donc, je parlais de cette agression, donc il y en a eu deux du même inconnu. Et la première fois, c'était un viol, et la deuxième fois, il voulait me tuer. Et lors du viol, en fait, je suis sortie de mon corps. C'est-à-dire que je l'ai laissé faire, il m'avait emmenée dans un endroit sordide. J'ai été sur le plafond, j'étais sur le plafond, je regardais la scène de loin en me disant « Bon, j'espère qu'il ne va pas me tuer, sinon il faudra que je reparte. » Et je n'avais pas très envie de repartir. Mais je me suis dissociée, en fait. Et donc, ça m'a appris aussi,
sans que je m'en rende compte, que la dissociation était une chose possible. Et c'est peut-être cette faille qui a permis à Sitting Bull, 20 ans après, d'entrer, parce que quelque chose s'était déjà un peu déchiré à l'intérieur de moi et qu'il y avait quelque chose, du coup, dans lequel on pouvait s'infiltrer. Et heureusement, c'était quelque chose de bienveillant. Qu'est-ce que tu souhaites au travers de ce livre-là? Parce que tu en as écrit plusieurs et ça met du temps à écrire un livre. Tu as mis 3 ans pour écrire ce livre-là. Ouais. Quel est ton vœu le plus cher avec ce livre? Avec ce livre, je crois, ce serait peut-être de montrer que même si on traverse des nuits noires, même si on peut passer par le désespoir, même si on peut vivre des choses rudes, dures, que l'idée c'est de ne pas rester dans cette nuit noire, mais de la traverser. Et que derrière, en fait, la lumière qui attend, les bonheurs, les bonnes heures qui attendent derrière sont magnifiques et qu'on peut vraiment faire un travail alchimique de sa vie. C'est-à-dire, on passe peut-être par l'ombre, on passe par la douleur, on passe par le désespoir, mais tout ça, en fait, c'est quelque chose avec lequel on pourra tirer une matière de vie, de lumière, de guérison. Et donc, j'avais envie de partager ce chemin de résilience. Je sais que le mot est très utilisé aussi, mais je crois qu'il est important de montrer qu'on peut faire quelque chose de tout et qu'on peut faire cette alchimie intérieure de se dire « tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or » et finalement, la boue qu'on a pu traverser, on peut la prendre et en faire autre chose. Ouais, pas simple de traverser ces nuits noires de l'âme et ces moments très sombres. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui traversent des choses très très difficiles. Ouais, c'est très difficile parce que sur le moment... On ne voit pas la lumière. Hein. Voilà, on ne la voit pas. On ne la voit pas, c'est comme s'il y avait des rideaux noirs épais partout et on se dit qu'on s'en sortira jamais et qu'on ne pourra jamais s'en remettre et qu'on ne pourra jamais se relever. Et en même temps, en tout cas moi ce que j'ai ressenti, c'est que si on cherche au plus profond, du plus profond, du plus profond, il reste toujours cette petite étincelle de vie, d'espoir, de joie, d'amour. Et c'est vraiment cette toute petite étincelle, cette toute petite flamme qu'il faut essayer dans ces moments-là de préserver, de garder en se disant qu'un jour cette petite flamme redeviendra un feu de joie. Et c'est possible. Un petit mot de la fin ? Eh bien, à part te remercier et te dire à quel point je suis heureuse d'avoir pu échanger avec toi comme ça. Merci Claire. Merci à vous, chers co-créateurs. Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et le livre de Claire Barré aux éditions Mama, qu'on salue, comme à chaque fois, parce que j'adore. Ma vie de chamane. Voilà, merci beaucoup. Un récit autobiographique. Merci et à très vite. À très bientôt, merci. Je vous embrasse. Gros bisous et n'hésitez pas à partager cette interview. Au revoir.